Alors, on va parler de Nostalgia, qui est l'un des deux films de l'exil de Tarkovsky. On les appelle souvent comme ça, ces deux films, Nostalgia et Sacrifice, les films de l'exil. Même si, lorsque Tarkovsky s'apprête à réaliser Nostalgia, il ne pense pas encore que ce sera un exil définitif. Il s'agit d'un film qui est réalisé en collaboration avec l'accord du Goskino, donc avec l'accord de l'Union soviétique. Et Tarkovsky est censé faire le film et puis revenir ensuite en Union soviétique. Et puis à la fin du film, la relation qu'il a avec le gouvernement soviétique va se gâter définitivement et il va demeurer en Occident, même si ça lui brise le cœur. Dans Nostalgia, on sent justement cette idée de la nostalgie, de l'impossibilité pour Tarkovsky de vivre heureux loin de son pays. Le manque qu'il en a, d'ailleurs, on se rend compte de ce manque quand on lit son journal de l'époque, hein, c'est très très présent. Et ça explique aussi peut-être pourquoi il prend aussi mal le fait que ça se passe très mal entre lui et le gouvernement soviétique après la fin de Nostalgia, parce que pour lui, il est en train de faire un film sur l'impossibilité de faire le deuil de la Russie, sur la supériorité spirituelle quelque part des Russes, sur justement cet Occident un peu matérialiste qui est un peu désappris à prier, à croire au spirituel. Et il a l'impression qu'en fait, il est en train de faire un film que les Russes devraient énormément apprécier. Et en fait, face à ça, il a, comme d'habitude, une fin de non-recevoir de la part de l'Union soviétique. Et pire que ça, lorsque Nostalgia est invité en sélection officielle à Cannes, ce que l'Union soviétique, pour une fois, autorise, ils envoient Bondarchuk, Sergei Bondarchuk, dans le jury de Cannes, que Tarkovsky va terriblement soupçonner d'avoir été missionné par le Goskino spécifiquement pour s'opposer à ce que Nostalgia ait un prix. Et au final, d'ailleurs, Nostalgia n'aura pas un prix traditionnel du palmarès de Cannes. Il aura une sorte de prix inventé pour l'occasion qui va être donné à Robert Bresson pour l'argent et à Tarkovsky pour Nostalgia, qui est le prix de la création cinématographique, que Tarkovsky vivra donc très mal, parce qu'il a l'impression que c'est une espèce de désaveu, en fait, ce prix, que c'est une espèce de prix de charité, et que c'est pour lui, entre autres, fomenté par l'Union soviétique à distance, qu'il n'ait pas de reconnaissance internationale pour ce film. Et donc c'est une des raisons qui va vraiment le pousser à prendre la décision de ne pas rentrer et de continuer à travailler en Occident. En cours de tournage de Nostalgia, donc après un certain nombre de jours de tournage, Tarkovsky va voir les rushs tourner et il va découvrir qu'ils sont beaucoup plus sombres que le rendu visuel et beaucoup plus sombres que ce qu'il s'attendait à voir. Donc il n'avait pas l'impression d'avoir demandé que la lumière, que le cadre soient aussi sombres que ce qu'ils sont. Et on pourrait imaginer que ça le fâcherait, mais en fait, à l'inverse, ça lui plaît beaucoup. Il dit, pour moi, c'est la preuve que le cinéma est bien un art unique en ce qu'il est capable de capter de façon totalement unique, comme aucun autre art ne peut le faire, l'expérience et l'émotion humaine. Et il a l'impression que le film a capté l'état dépressif, l'état comme ça triste, sombre dans lequel il est pendant le tournage du film. On pourrait imaginer que cette nostalgie, puisqu'elle est liée à son pays d'origine, elle pourrait se résoudre, elle pourrait disparaître par le retour chez soi. Sauf que Tarkovsky, la nostalgie dont il nous parle, pour lui, elle est sans issue. Si vous vous souvenez, quand Gortchakov arrive dans sa chambre d'hôtel, il ouvre les volets et sa chambre d'hôtel donne sur un mur. Voilà. Et cette image-là, du personnage face à ce mur, nous dit tout de suite, finalement, la tonalité du film et cette idée dans le film qu'il y a quelque chose dans cette émotion qui est totalement sans issue. Si vous vous souvenez, dans le film, le personnage principal, Gortchakov, fait une enquête pour apprendre plus de choses sur un musicien serbe qui s'appelle dans le film Sosnovski. En fait, c'est basé sur un véritable musicien serbe. Voilà ce que raconte Gortchakov sur lui, c'est qu'il part de la Russie parce qu'il y est malheureux, il part travailler entre autres en Italie, il est extrêmement nostalgique de son pays, il veut retourner dans le pays de son enfance, il y retourne, et là il discute avec Eugenia, la traductrice qui l'accompagne, et elle lui dit alors, est-ce qu'il a été heureux? Eh bien non, il n'a pas été heureux, il s'est suicidé. Donc cette nostalgie qui a étreint le personnage de Sosnovski, mais qui étreint aussi le personnage de Gortchakov, n'a pas d'issue. Donc c'est comme si, d'une certaine manière, en effet, Tarkovsky prévoyait déjà ce qui allait lui arriver, c'est-à-dire qu'au fond, la nostalgie, l'état sombre dans lequel il se trouve depuis qu'il a quitté l'Union soviétique, ne trouvera pas de résolution.
Cette nostalgie, elle n'a pas d'issue également parce que la compréhension entre les peuples, elle est impossible. Euh, En tout cas, c'est par là que ça commence, d'une certaine manière, de façon très brutale, selon Tarkovsky. Tarkovsky, c'est quand même l'artiste du beau plan. C'est celui qui sait mettre en cadre des très très beaux plans. Et donc ça peut sembler presque comme une espèce d'ironie assez féroce. Si vous vous souvenez le tout début du film, où Gortchakov arrive avec Eugénia dans un espèce de champ noyé dans la brume, extrêmement beau et très tarkovskien, on pourrait le dire. Et Eugénia lui explique que ce paysage est tellement beau que la première fois qu'elle l'a vu, elle a pleuré. Et lui, il sort de là, et alors qu'il se parlait en italien, il commence à pester en russe, un peu à part soi, en disant « qu'est-ce que j'en ai marre de cette beauté ». Voilà, donc on est tout de suite dans quelque chose comme ça de très conflictuel, de quelque chose qui refuse finalement la recette, en tout cas qui est la recette qui serait celle, par exemple, de la beauté à la Tarkovsky. Et puis, peu de temps après, toujours Gortchakov avec Eugénia vont avoir une discussion où Gortchakov va lui dire, en fait elle est en train de lire un petit tome de poésie d'Arseny Tarkovsky, tiens, traduite en italien, et il lui dit mais arrête de lire ça, la poésie ça ne se traduit pas de toute façon, la traduction de l'art, ça ne sert à rien, on ne peut pas comprendre un art traduit. Et elle essaie de s'opposer à lui, de lui dire, mais non, mais alors comment les peuples peuvent-ils se comprendre? Et en gros, ce que lui dit Gortchakov, c'est qu'ils ne peuvent pas se comprendre. Voilà. Donc, il y a tout de suite cette espèce de fin de non-recevoir, il n'y a pas de solution possible, et comme la traduction est impossible, eh bien, la compréhension et l'apaisement de la nostalgie n'est pas possible. D'ailleurs, petite remarque, dans Nostalgia, le titre du film, que ce soit en italien, en français, en anglais, il y a un H qui se balade pour bien nous dire ça se lit nostalgia en russe. Or, par exemple, le mot nostalgie se traduit en français. Il se traduit également en italien par nostalgia. Donc, on aurait pu tout à fait imaginer que, comme pour tous ces autres films, le titre du film soit traduit. Or, Tarkovsky le refuse. S'il le refuse, c'est probablement parce que justement, lui aussi croit que ce terme-là n'a pas à être traduit, qu'il y a quelque chose comme ça d'insoluble dans la volonté de transmettre cette émotion, intraduisible, et donc on va garder bien sûr le mot russe et ne pas le traduire. Dans ce film, il y a cette idée du passage entre rêve et réalité. C'est-à-dire il y a toujours cette idée du monde intérieur, sa rêverie, ses souvenirs, et le monde extérieur. De nouveau, ici, on a ces flashbacks, ces espèces de souvenirs de la maison natale qui apparaissent à plusieurs reprises. Ici, il y a également des passages un peu troubles, où finalement, il y a des passages où on voit le personnage s'endormir et on voit bien qu'il rêve. Il y a d'autres moments où vraiment il est saisi par des souvenirs. Et il y a aussi cette figure du chien qu'on a également pris l'habitude de voir chez Tarkovsky, par exemple dans Stalker. On a ce chien passeur entre la rêverie et le réel. Et bien ici, on le retrouve aussi. Le chien qui est en fait le chien russe du personnage et qu'on retrouve, qui rentre par exemple parfois dans la pièce au moment où le personnage principal va se plonger dans ses souvenirs. Donc là, on retrouve cette thématique, mais traitée quelque peu différemment. Et surtout, je dirais, il y a quelque chose d'autre qui va s'y rajouter, qui n'était pas présent avant. C'est l'idée que ce que l'homme a à contenir, ce n'est pas simplement ses émotions, son passé, ses souvenirs, c'est aussi le monde. Si dans les films de l'époque soviétique de Tarkovsky, il y a l'idée que le cinéma veut rendre compte, a à rendre compte de ce qui se produit dans la tête d'un humain, de certaine manière d'en faire une sorte de tableau complexe, mystérieux, mais en même temps extrêmement éclectique et complet. Là, il y a tout d'un coup une autre idée qui arrive. Cette idée-là, c'est que que l'homme a à contenir est plus grand que sa simple vie, sa subjectivité, ses souvenirs, sa morale. C'est d'une certaine manière le monde entier. Il y a quelque chose de très fort, il y a une réplique comme ça qui est très forte dans ce sens dans le film. Vous vous souvenez probablement lorsque Gortchakov vient voir Domenico, le fameux fou, hein, qui dit... parce que vous vous rappelez que Domenico a essayé quand même donc de sauver sa famille d'une apocalypse qui l'attendait, et il a enfermé sa famille pendant très très longtemps, pendant plusieurs années, chez eux, dans la maison.
Et il a dit ensuite, oui, mais j'ai eu tort. Donc on se dit au départ qu'il a eu tort peut-être parce qu'il ne fallait pas enfermer sa famille, mais pas du tout. Il a eu tort parce qu'il dit, c'était égoïste de ma part. Il ne faut pas juste sauver sa famille, il faut sauver le monde entier. Et là, il y a quelque chose qui est très cher à Tarkovsky, c'est l'idée que le petit contient le très grand. Et c'est-à-dire, par exemple, un seul être humain peut contenir à lui tout seul le destin de l'humanité, par exemple. Alors ce grand contenu dans le petit, peut-être l'un des exemples les plus frappants de ça dans le film, c'est un plan très étonnant lorsque Gortchakov arrive chez Domenico, il rentre chez lui, et vous vous souvenez, il y a ce plan absolument incroyable, la caméra va glisser le long du sol de cet appartement, enfin c'était pas cet appartement, cette maison plutôt complètement en ruine, délabrée, avec de la boue, des flaques par terre, une chaise posée comme ça au milieu. Et pendant que la caméra glisse, plus elle s'approche des petites mottes de terre et des flaques par terre, plus tout d'un coup on a l'impression d'avoir un plan en plongée, aérien, qui filmerait en plan très très large un paysage, c'est-à-dire des collines, une rivière. Et là, il se produit donc quelque chose de très très étrange et tout à fait magique, c'est cette idée que le petit contient l'immense, contient la totalité de quelque chose. Il y a cette idée voilà, que l'individu seul, du coup, peut contenir l'entièreté de l'humanité, son destin. Et du coup, c'est très intéressant parce qu'on peut regarder le dernier plan de Nostalgia aussi de cette manière un peu double. Puisque d'une part, Nostalgia, c'est, vous vous souvenez, ce personnage assis dans une immense cathédrale et sur fond de sa petite maison qui, par magie du cinéma, loge à l'intérieur. On pourrait comprendre ce plan de deux manières. On pourrait imaginer que c'est, encore une fois, l'intériorité d'un homme, c'est-à-dire ce qu'il a pris à un pays, ce qu'il a pris à l'autre après sa mort, c'est ce qui, voilà, l'intérieur de son être, de sa tête, qui nous est exposé de cette manière. Mais on pourrait aussi le comprendre d'une autre manière, c'est-à-dire justement cette manière d'un individu d'inscrire son geste, qui était ce fameux geste en apparence absurde, de traverser la piscine avec une bougie allumée. Comment, d'une certaine manière, ce geste-là s'inscrit dans une humanité qui le dépasse complètement, dans un but, un destin qui le dépasse complètement. Alors ça nous amène évidemment à parler d'une autre chose qui est centrale dans le film, c'est la question de la foi. Alors, de façon d'ailleurs très amusante, tout de suite, pour revenir à cette idée de l'intraduisible, Gortchakov ne comprend pas le mot fede, qui veut dire foi en italien, et demande à Eugenia de lui traduire. Elle est obligée de le traduire en russe, elle lui dit vera. Hein, donc la foi, c'est ça. Et ça, c'est une première discussion qu'ils ont. Et tout de suite, on voit deux personnages tout à fait opposés en Gortchakov et en Eugenia, puisque le film commence par elle qui rentre dans une église, et elle voudrait peut-être demander quelque chose à Dieu, et le sacristain de l'église lui dit bah, « commencez déjà par vous agenouiller », et en fait, elle n'y arrive pas. Ses talons l'empêchent. Donc, comme elle n'y arrive pas, ben, on comprend tout de suite qu'on a une opposition qui est assez, je dirais, classique dans la conception de ce que c'est que la culture russe versus plutôt la culture occidentale. C'est l'idée que ben voilà, la culture occidentale, c'est ceux qui ne savent plus s'agenouiller. Ça nous sera d'ailleurs répété dans le film suivant, hein, puisque le personnage principal du film suivant dira, en regardant des icônes, et on a perdu tout ça, on ne sait même plus prier. Hein, donc voilà, c'est vraiment quelque chose que, selon Tarkovsky, les Occidentaux ne savent plus faire. En même temps, il y a un autre personnage, donc c'est Gortchakov, et Gortchakov, lui, on ne le verra pas prier dans le film. En revanche, on voit qu'il est ouvert à une certaine conception du monde. Tout de suite, quand on lui parle de Domenico, on lui dit « il est fou », il va répondre « non, il n'est pas fou, il a la foi ». Hein, donc il y a tout de suite cette opposition, justement, entre la folie et la foi. La foi étant cependant quelque chose qui n'est pas rationnel. Et donc Tarkovsky choisit volontairement peut-être le geste le plus absurde qu'on puisse imaginer. C'est-à-dire, si Gortchakov avait à accomplir un geste qui aurait pu nous sembler sensé, la question de la foi ne se serait pas posée de façon aussi aiguë, évidemment. Or, il faut que le geste qu'il a à faire, que Domenico le charge de faire, pour sauver l'humanité, soit totalement absurde. Et donc, il faut que ce soit cette fameuse bougie avec laquelle il faut traverser les piscines. Donc d'abord on croit que c'est absurde, deuxièmement on croit que c'est très simple, et évidemment la fin du film va nous montrer que ça ne l'est pas. Puisque le personnage essaye, la bougie s'éteint à cause de courants d'air, donc ça semble tout à fait banal d'abord, et puis
plus il va recommencer, et plus on va se rendre compte que cet acte, il est difficile, et donc toutes les forces spirituelles, éthiques du personnage vont être mises en mouvement pour arriver au bout de ce geste. Parce que ce geste absurde, il n'a de sens que si on croit que ce geste va changer le destin de l'humanité. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui devient très très présent dans les films Tarkovsky, dans ces 2 derniers films, cette idée du geste en apparence absurde, mais qui en fait est le geste par excellence de la foi, puisqu'il s'agit justement non pas du rationnel, mais de croire que ce geste va changer quelque chose, en dépit quelque part du bon sens et de tout ce qui semblerait dire que ça ne servirait à rien.